L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Basé à Cholet et à Segré dans le Maine-et-Loire, le groupe AIMS Borlis incarne depuis 1953 l'excellence de la qualité industrielle Made in France. Spécialiste de la découpe, de la perforation et de l'assemblage d'articles en cuir et en matériaux souples, le groupe emploie 280 salariés. Fabricant pour les principales maisons de luxe françaises, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. Xavier Jardon, président du groupe AIMS Borlis, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Xavier Jardon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours en lisant justement votre biographie ou votre short bio. J'ai appris que vous aviez travaillé pour l'Opéra de Paris, Oui. pour Médecins sans frontières, finalement très loin du secteur d'activité qui vous mobilise depuis 2008. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces expériences professionnelles ? D'abord de très très bons souvenirs, la chance d'avoir eu des expériences tout à fait atypiques, et puis le sentiment que ce qui compte dans une organisation, c'est la motivation des gens qu'il y a autour de soi. Médecins sans frontières, c'est un endroit qui se caractérise, vous l'imaginez, par un engagement de chacune des personnes qui sont à l'intérieur de l'organisation, qui font que ça marche avec une réactivité absolument exceptionnelle. Et l'Opéra de Paris, c'est pas si différent que ça. Il y a une passion pour l'art lyrique, et qui est partagé par l'ensemble du personnel et qui fait que le rideau se lève tous les jours à 19h extrêmement précisément, quel que soit l'état de préparation du spectacle. Comme chez MSF, les avions partent à l'heure, les kits sont prêts, les médicaments sont là. Et la motivation des équipes constitue l'élément déterminant de ces organisations. Donc j'ai été biberonné à ces deux grandes expériences qui m'ont vraiment formé, en fait. Et vous les mettez à contribution, justement, ces expériences-là, de logisticien, d'organisateur, de votre projet aujourd'hui, ou de ce projet que vous animez ? Moi, ce que j'essaie de retrouver plutôt, c'est une ambiance qui permet aux collaborateurs de s'exprimer clairement dans leur travail, d'y être engagés, comme j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer des gens engagés, en fait. Moi, je ne suis pas un logisticien, je ne suis pas un organisateur. J'essaye de faire que les gens prennent du plaisir et trouvent un sens au travail qu'ils font tous les jours. Ça influe ça conditionne votre management au quotidien avec les équipes, ça ? Ces valeurs-là ? Je pense que je fonctionne comme ça. Je ne sais pas si ce sont des valeurs, mais en tout cas, moi, ce sont des expériences qui m'ont formé parce que je les ai trouvées particulièrement agréables à vivre. Ouais. En 2008, je le disais, vous arrivez justement chez Borlis, à l'époque, une des entreprises du groupe justement AIMS pour Anjou Aquitaine Industrie des matériaux souples. On reviendra évidemment sur les produits que vous confectionnez. Qu'est-ce que vous découvrez en poussant la porte à l'époque ? Une odeur. L'odeur du cuir et de la colle, voilà. Et je me suis dit que je rentrais dans un univers qui me plaisait bien. Manuel, artisanal, avec l'ambition de faire de belles choses, et des choses qui ont du sens, puisque chaque personne dans l'entreprise voit passer des produits, les fabrique avec ses mains, et ça donnait vraiment du sens. C'est ce que je recherchais en fait. On a une image d'ailleurs plutôt artisanale du monde de la confection, ces produits, ces odeurs que vous évoquez. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça s'est finalement, avec le temps, industrialisé ? Alors moi, je peux parler de l'expérience qui est la mienne. Je ne suis pas dans le secteur de la mass production, je ne suis pas dans la fast fashion. On travaille pour des grandes marques de luxe françaises. Et donc ce qu'on fait, ce sont nécessairement des quantités limitées qui sont quelque part entre l'artisanat et la petite industrie. Mais on n'est pas du tout dans des secteurs comparables à ceux dans lesquels on pourrait mécaniser à outrance la fabrication de ces produits-là. Ça vous revendiquez justement cette approche artisanale que j'évoquais, de la petite série et de répondre aux exigences des grandes marques de luxe que vous avez mentionnées. Moi, je trouve que ça donne du sens à ce qu'on fait tous les jours. Vous ne adressez pas uniquement d'ailleurs que le luxe, vous adressez aussi des secteurs d'activité assez divers. Je le disais, mobilité, santé. Ça tient à quoi, en dehors cette des diversification ? activités dédiées aux grandes marques de luxe françaises, on a une activité industrielle de transformation des matériaux souples, d'encollage, de découpe, de perforation, d'assemblage ou de soudure, qui nous permet d'avoir un œil plus ouvert sur notre métier technique que celui que nous aurions si nous ne travaillions uniquement que pour des grandes marques de luxe. Voilà. Et ça nous permet notamment d'acquérir des moyens de production très différents de ceux qu'on peut trouver dans le secteur des matériaux souples.
On a par exemple, en travaillant avec un bureau d'études aéronautiques, identifié des techniques de perforation laser qui nous permettent aujourd'hui de proposer des applications dans le monde du luxe sur de la soie, sur des foulards par exemple, qu'on n'aurait jamais pu trouver si on n'avait pas travaillé avec des industriels de l'aéronautique. Au-delà de la R&D, ça participe à la bonne santé financière du groupe. Aujourd'hui, ça s'équilibre comment luxe et industrie, justement? Alors en gros, le luxe doit faire 80% et l'activité industrielle 20% de l'activité. Vous travaillez actuellement sur un projet de croissance externe. C'est aussi évidemment l'ADN de la constitution de ce groupe. C'est une question que j'aime bien poser à mes invités, mais à quoi vous êtes attentif quand vous faites de l'acquisition? Vous regardez quoi? Les femmes, les hommes, l'histoire, les valeurs, le savoir-faire? Comment ça va s'intégrer dans ce groupe? Alors, je regarde d'abord le savoir-faire, pour savoir s'il est complémentaire ou si il est exceptionnel, parce qu'il peut être complémentaire d'un métier qu'on maîtrise ou qu'on train de nous apporter un nouveau métier. Et après, je suis très attaché à la qualité d'équipe qu'il y a en place. Voilà. Ce n'est pas des métiers dans lesquels on peut débarquer, me semble-t-il, avec des idées toutes faites. Il faut apprendre. Moi, j'ai eu la chance d'être très très bien accueilli quand j'ai repris ma première entreprise par un chef d'atelier et une assistante qui avaient chacun 35 ans de maison à l'époque et qui m'ont permis de faire mes armes en me formant. Voilà. Et donc dans ces entreprises de savoir-faire, ce qui est important, c'est de tomber sur une équipe qui est fière de son savoir-faire et qui a envie de le transmettre. S'il n'y a pas ça, je doute fort que ça puisse être reprenable. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait confiance, ces gens-là, quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui leur a donné envie de vous faire confiance? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je sais ce que je leur dois, mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Il y avait une vision? Vous avez réussi à les embarquer? Ils ont senti quelqu'un qui était intéressé, passionné, qui avait envie de conserver les savoir-faire sur le territoire, notamment? Je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des gens qui m'ont accueilli avec une immense bienveillance et que dans chacune des reprises qu'on a faites par la suite, on a retrouvé cette même bienveillance auprès des équipes. Alors peut-être ont-elles eu le sentiment qu'on était là pour les accompagner sur un chemin de croissance plutôt que pour réaliser des opérations financières, mais à la base, il y avait une très grande bienveillance des équipes à l'égard du nouvel actionnaire. Et je pense que c'était déterminant. On parlait de ces métiers justement qui doivent rester dans cette dimension artisanale, en même temps répondre à des exigences très très fortes, on peut l'imaginer. Des métiers qui se digitalisent aussi, quelle influence ou quelles conséquences sur les métiers au quotidien de ces opérateurs, de ces opératrices? C'est absolument indispensable de digitaliser un maximum de procédés en fait. Pour plusieurs raisons. La première est qu'aujourd'hui, on a, comme tout le monde dans le secteur, une très grosse pénurie en matière de recrutement. Et donc, il s'agit de mécaniser le maximum de gestes qui soient mécanisables. Ça, c'est la première chose. Ça n'entame pas la qualité, Xavier Jardon? Non, au contraire. Non, ça ne peut pas. Au contraire, ça ne peut que la fiabiliser, puisque ce qu'une machine fait, a priori, est répétable et sans trouble musculo-squelettique avec le niveau de qualité demandé. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Et deuxième intérêt, c'est qu'on constate aujourd'hui que les populations plus jeunes qui sont intéressées par nos métiers ont un très très grand respect des produits qu'elles fabriquent, sont très précautionneuses et avec beaucoup d'applications ont aujourd'hui des rythmes de travail qui sont très différents d'anciennes générations. Et donc si on veut rester capable de produire les quantités qui nous sont demandées, il est important de mécaniser davantage. Mais ça ne se fait jamais au détriment du sens de ce qui est proposé à la personne qui pilote ces machines en fait, jamais. On parlait justement de ces savoir-faire à l'instant. Comment est-ce que vous assurez la transmission de ces savoir-faire entre les anciens, les seniors et cette nouvelle génération que vous évoquez? Est-ce qu'il y a un principe de mentorat, de tutorat pour assurer et garantir la transmission de ces savoir-faire qui sont extrêmement précieux? C'est la question d'apprentissage. Quand on a repris chacune des entreprises, il n'y avait pas d'apprentis. Il n'y avait pas d'apprentis. Le management estimait que les apprentis, ça prenait du temps. Qu'ils allaient partir avec des secrets de fabrication et que de surcroît c'était un investissement à court terme puisque jamais on allait les recruter. Aujourd'hui, on a au niveau du groupe environ 10% du personnel qui est constitué de personnes qui sont en alternance. Il n'y a pas de marche arrière. Tout le monde est très très content de recevoir des alternants. Ça crée un courant d'air entre la vieille génération et la jeune génération. Les générations plus anciennes sont très fières de voir que leur métier intéresse des jeunes. Les jeunes sont aujourd'hui dans un bain professionnels qui les encouragent à aller plus loin dans ce métier. Voilà, donc le premier point, c'est l'apprentissage. Et le deuxième point, c'est la digitalisation. Si je prends un exemple très concret, traditionnellement, un coupeur, c'est un métier dans lequel on considérait que l'apprentissage devait durer 4 ou 5 ans. Ça se faisait à la main. Aujourd'hui, avec des tables de coupe numériques,
C'est comme des joysticks, on prend une souris, on met un plan sur une peau, on appuie sur une peau. Et la partie la plus douloureuse du métier, celle qui contraignait les épaules par exemple, celle qui supposait la manipulation d'outils lourds, elle a été entièrement numérisée. Et donc aujourd'hui, le coupeur de cuir, par exemple, ne s'intéresse qu'à une seule chose, qui est son regard. Et c'est un métier qui était autrefois essentiellement masculin, parce qu'il fallait transporter des outils de coupe qui pesaient très lourd. Aujourd'hui, c'est devenu un métier qui est essentiel, qui peut être essentiellement féminin, parce que ce qu'on demande à un coupeur, c'est de repérer des défauts sur une peau. Donc des gens qui ont un bon regard, un regard esthétique, et on observe que des coiffeurs, des fleuristes, des pâtissiers, sont des gens qui se reconvertissent très facilement dans ce type de métier. Des personnes que vous pouvez attirer et fidéliser, notamment avec cette digitalisation qu'on évoque de ces métiers. Pour autant fidéliser, ça met du temps à former une opératrice ou un opérateur. Parfois 3 ou 4 ans. Non. Et au bout de ce temps-là, il peut partir. Non, ça ne met pas tant de temps que ça. Non, ça ne met pas tant de temps que ça. On peut former des gens beaucoup plus rapidement. Après, à l'occasion d'une vie professionnelle, on rencontre souvent de nouveaux challenges, donc il faut reformer sur un nouveau challenge. On ne peut pas dire que ce sont des métiers dans lesquels il faut 3 ou 4 ans pour former quelqu'un. Et les gens ne partent pas? Vous arrivez à les garder au bout de 3 ou 4 ans? On essaie de les garder en ayant des conditions de travail qui soient agréables et en donnant du sens à leur travail. Dans le monde du luxe, puisqu'on l'évoque, et c'est évidemment des marchés principaux pour vous, en tout cas le cœur de votre activité, beaucoup de pression de la part des clients. Vous arrivez à tempérer un petit peu, à être le relais pour soulager justement cette pression des clients. Vous êtes attentif à ça? C'est une très bonne question en fait. Ouais. On me pose souvent la question de la pression. Moi, mon rôle en tant qu'actionnaire, c'est de ne pas en rajouter. Il y a déjà suffisamment de pression comme ça de la part des clients. Mon rôle à moi, c'est de faire que tout ce qui est périphérique à la production soit plutôt une source de confort plutôt qu'une source de pression supplémentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de force commerciale. Le dialogue et la conversation se font entre vos clients, justement grands comptes, marques de luxe, et les ateliers directement. Il n'y a pas d'intermédiaire? C'est ce que j'essaye de faire. Pas toujours très confortable pour les ateliers, qui sont en direct avec les grandes maisons de luxe, mais c'est en même temps la condition indispensable pour avoir une chaîne de production très réactive et très à l'écoute de ce que demandent les clients. Merci beaucoup, Xavier Jardin. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.